Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation et avant de commencer, je tenais à remercier très sincèrement et du fond du cœur notre grande sœur que nous appelons ma grande. Derrière, là-bas, s'il vous plaît. Madame Silla, hein, c'est vraiment une personne qui nous a beaucoup épaulés à l'université. Elle nous a très bien accueillis et jusqu'ici, elle continue à nous accompagner. Et donc, vraiment, c'est une personne à qui on voue énormément de respect, hein, que ce soit au département de philo, mais aussi l'université en général et à la FASTEF. Et donc, vous avez une dame vraiment qui mérite tout le respect. Et je dis aussi aux organisateurs et aux professeurs, collègues, merci pour tout, merci pour cette belle initiative. Franchement, ça aide aux élèves de s'en sortir, d'avoir confiance en soi. Et quant aux élèves, je vous dis aussi merci pour ce courage d'être là et beaucoup de choses m'ont taraudé l'esprit depuis ma présence, ma venue. J'ai observé, j'ai analysé. Et donc, avant de commencer mon discours, vite fait, j'aimerais juste lire un petit passage qui me permettra vraiment d'entrer dans le vif du sujet. L'intelligence collective, dont j'ai parlé dès 1975 dans mon livre, le macroscope, une intelligence permettant la résolution de problèmes par la multitude ou encore appelée la foule, plutôt que par des experts isolés. Cette notion a été reprise avec beaucoup de compétences par le philosophe et sociologue Pierre Levy dans ses différents livres sur l'intelligence collective. Alors, je lis ce passage, pourquoi? Parce que, en fait, quand j'étais arrivé, ce que j'ai constaté, c'est extraordinaire. J'ai vu des groupes de filles qui sont en train de réciter des formules, que ce soit en physique, en mathématiques, bref. Elles travaillent en adoptant une posture ou une approche qu'on appelle la conscience collective. Et cette notion aujourd'hui est entrée en vigueur, elle est en train d'être analysée pour permettre aux gens d'interagir afin de booster encore leur intelligence. Quelle est l'importance d'une telle approche? Ça permet à tout un chacun de comprendre qu'on est capable de faire quelque chose, que nous avons quelque chose dans notre esprit, que nous sommes capables de participer. Nous avons des informations, nous avons notre mot à dire. Bref, c'est une approche qui met à l'évidence l'individu comme quoi il est intelligent, il est capable de faire énormément de choses. Et donc, cela nous permet de dire finalement, l'apprentissage, est-ce que ça doit se faire seul? La réponse est non. L'apprentissage, au-delà de l'individualisme, doit aussi être collectif. Donc, le fait que vous créez des agrégats, ce qu'on appelle en psychologie, des agrégats, c'est-à-dire les groupes, mais ça a une importance qui ne peut pas dire son nom ou qu'on ne peut pas qualifier. Et donc, à ce niveau, je dis aux professeurs, merci de les initier à travailler ensemble parce qu'au moins, ça permet à tout un chacun de combler ses lacunes. Et même si vous êtes en retard, avec le mouvement des autres, ça vous permet d'être à jour. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment à saluer. Je vous dis merci en vous applaudissant. Alors, à cela maintenant, toujours en restant sur ce terrain. D'accord, bravo mes amis hommes. D'accord, maintenant, regardez ce qu'on va faire. Puisque vous avez travaillé ensemble, moi je suis en train de vous dire ceci. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Et quand je dis une chose, cette chose renferme énormément de choses. Qu'est-ce que je vous dis par là, en vous taquinant? En fait, chacun d'entre nous, ici présent dans cette salle, a un rôle à jouer. Au-delà du groupe, au-delà du pays que nous partageons, au-delà de la région que nous partageons, la famille, chacun d'entre nous a un rôle à jouer à la maison. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans notre pays, dans notre région, mais à l'échelle même du monde. Alors, quel est le sens qu'on doit donner maintenant à nous-mêmes? Quel est le sens de notre propre vie? Est-ce que nous sommes venus ici uniquement pour danser, construire de la maison, avoir une belle femme, avoir un mari, voyager partout dans le monde? Oui, on peut dire, il n'y a qu'un souci. Mais au-delà de ça, de ce côté matériel, quel est le véritable sens que nous donnons à notre existence?
vous êtes né, vous avez grandi, évolué jusqu'ici. Une chose est sûre, nous qui sommes là, présents dans cette salle, dans 100 ans, additionnés à l'âge que nous avons ici, nous allons tous disparaître. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Parce que notre expérience de vie, et d'ailleurs pour avoir un siècle, c'est tout un problème. Maintenant, par optimisme, disons, notre âge, l'âge que nous avons aujourd'hui, additionné à 100 ans, nous n'allons plus exister. Vos maisons seront habitées par d'autres personnes, cette salle va habiter d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Ce laps de temps qui nous reste, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Est-ce que nous allons continuer à poursuivre ce matériel? Ou bien nous allons définir ou redéfinir notre vie en lui donnant un autre sens qui va nous permettre au moins d'obtenir quelque chose au-delà de ce bas monde? Les études ne sont pas la finalité. Le BFM, c'est juste une étape de votre vie. Le BFM ne définit pas exactement toute la quintessence de votre intelligence. Non. Mais quand même, c'est une étape fondamentale où il faut passer pour arriver à une autre étape. Et donc, depuis le début de l'année scolaire, vous avez travaillé, les parents ont investi. Est-ce que vous avez pris le temps de faire le bilan de l'élémentaire ou préscolaire jusqu'ici, la somme que les parents ont dépensée pour vous, l'effort qu'ils ont mobilisé pour vous, les professeurs, qu'en est-il des autres qui sont dans le quartier? Qu'en est-il de l'État, sa contribution? Toutes ces sphères ont mobilisé des moyens uniquement pour vous accompagner. Aujourd'hui, au-delà du développement du Sénégal, de notre région, chacun d'entre nous, au moins, a des parents, a des frères. Puisque ces parents ont investi sur vous, sur nous, n'est-il pas temps maintenant de leur rendre la monnaie en obtenant ce BFM? Chose qui est une évidence. Imaginons aujourd'hui que vous ayez votre BFM. Le président du jury est en train de faire la proclamation. Et là, on appelle votre nom. Vous avez le BFM. Imaginez maintenant votre retour à la maison. Il y a maman et papa qui vous voient ou vos frères. Le sourire qui se dessine. Ayez ça en fait dans l'esprit. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, on continue s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, aucun parent ne souhaite voir les autres enfants réussir et que son enfant n'arrive pas à réussir. Vous ne pouvez pas imaginer la frustration qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Les parents, parfois, ils pleurent, mais ils s'isolent. Ils ne veulent pas vous le montrer. Mais la nuit tard, parfois, il y a de ces moments, ils s'isolent, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont que vous et ils ne comptent que sur vous. Et c'est à vous maintenant de marquer le terrain. C'est à vous de montrer à vos parents que soyez fiers en nous. Vous avez des enfants dignes de ce nom. En aucun moment, on ne va pas vous décevoir. Oui, vous allez rencontrer des obstacles. Rien n'est facile. Il n'y a jamais eu de réussite sans obstacle. Vous allez traverser des coulisses. OK? Mais dans tous les cas, n'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'énergie, l'effort que les parents ont mobilisé. Ils se sont sacrifiés au-delà de l'aspect financier. Psychologiquement, ils ont été atteints. Et maintenant, comment les libérer de ce stress? Ils sont à la fois, à ce moment, frustrés, opprimés, déprimés complètement. Ils ne tiennent plus. Aujourd'hui, vous êtes leur médecin en ayant ce BFM. Et c'est là où ils vont se soulager. Regardez les parents qui sautent partout, qui se jettent par terre parce que leurs enfants ont eu le bac. Pourquoi pas vous? Vous avez eu de la chance aujourd'hui. On ne parle pas de l'éducation, vous l'avez. Ça se sent. Regardez l'habillement. Ces belles filles voilées qui récitent le Coran, qui apprennent à travailler ensemble. Les garçons de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est quelque chose au moins qu'il faut bénéficier. Et l'autre chose, c'est là où je vais parler peut-être de la particularité de votre école. Quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est l'une de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une école avec une telle structure, une telle stratégie. Comment? Pour la plupart du temps, les gens pensent que la religion ne rime pas avec la science.
Beaucoup de gens pensent que la religion est dogmatique et donc du coup ça constitue un blocage pour le développement de la science. Mais aujourd'hui l'école est en train de montrer le contraire. Et moi qui vous parle, la chose qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est ce côté-là. Comment? Depuis tout petit, j'ai été fasciné par l'univers, ses mystères. Et pour arriver à cette fin, j'ai décidé une fois à la fac, travailler sur des questions liées à la physique, à la cosmologie en général. Une fois en master, j'ai travaillé sur Newton et Einstein. En thèse, je travaille sur la cosmologie. Mais figurez-vous, aujourd'hui, c'est ça ma position. Comment on peut dépasser les limites de la rationalité scientifique en faisant recours à la spiritualité? Et ma position dans cette thèse de doctorat, c'est de montrer qu'aujourd'hui, les scientifiques peuvent garder leurs méthodes. On peut adopter l'expérimentation et la rationalisation, ok? Mais face à certains obstacles, arriver à un certain seuil, seule la spiritualité peut nous permettre de combler les limites de cette rationalité scientifique. Et c'est là où j'ai pris une position ferme, qu'il est temps que l'on combine la science à la spiritualité. Et donc, juste pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Au commencement, les gens étaient trop sceptiques. On n'y croyait pas. Parce que quoi que l'on puisse dire, le monde scientifique n'est pas prêt à accueillir la spiritualité. Quand vous parlez de religion, mais tout de suite, ils prennent du recul. Mais puisqu'il y a certains parmi eux qui commencent à comprendre, et ça commence surtout avec la physique quantique, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, arrivé à un certain niveau de la réalité, mais notre rationalité, notre mental est limité. Et la seule voie qui s'offre pour comprendre certains phénomènes, il nous faut faire recours à la spiritualité, à la religion. Et donc aujourd'hui, on parle de cette combinaison science et religion ou encore spiritualité. Et donc continuez pour ceux qui font la série S ou la série L. Une chose est sûre, rassurez-vous, ce côté religieux que vous avez, ça va vous permettre d'avoir une autre ouverture d'esprit, ça va vous permettre d'avoir un autre regard de la réalité. Et donc, pour arriver ou finaliser toutes ces choses, je vous demande ceci. Aujourd'hui, avant de quitter cette salle, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit. Mais une chose est sûre, partout où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Partout où vous êtes, rassurez-vous, vous avez une mission à accomplir. Partout où vous êtes, rassurez-vous, vous avez un message à faire passer. Je vous assure, c'est mon intime conviction. Dieu ne va pas perdre son temps à nous créer pour des futilités. Chacun d'entre nous ici est une perle rare sur un collier. Ce monde ne va jamais évoluer seul avec quelques personnes. L'évolution de ce monde fait appel à l'ensemble de toutes les consciences individuelles. C'est la somme de toutes ces consciences qui va permettre au monde d'évoluer, qui va faire évoluer l'humanité. Même les animaux, même les arbres participent à cette évolution. Et pour moi donc, la meilleure manière d'être reconnaissant au Créateur, c'est de manifester tout le potentiel qu'il a enfoui au-dedans de chacun d'entre nous. Sinon, ça sera du gâchis. Comme le dit un penseur du nom de Ivan Castanou, dans son livre intitulé « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change ». Il dit, je le cite, « Les endroits les plus riches, ce sont les endroits où... les endroits les plus riches, ce sont les cimetières. C'est là où vous voyez des talents qui n'ont jamais été réalisés, les rêves qui n'ont jamais été manifestés, des dons qui n'ont jamais été libérés, les âmes meurent et partent dans la poussière, sans jamais manifester tout le potentiel que le divin leur a donné. Et je pense que la pire erreur, c'est de se sous-estimer. La pire erreur, c'est de croire qu'on est capable de rien. La pire erreur, c'est de croire que les autres sont plus intelligents que nous. Souvent, on mélange intelligence et l'intellect. L'intelligence signifie la créativité. Quelle personne ici, sur cette surface de la Terre,
n'est pas capable de créer quelque chose. Mais personne, même manipuler, relève de la créativité. Et donc, il va falloir que vous ayez confiance en vous-même. Les gens peuvent vous apprécier, les gens peuvent vous donner des orientations, des conseils, même nous qui sommes là. Mais si vous ne croyez pas en vous, ça ne marchera pas. Et à un moment donné, ça me fait pitié. Je me dis si seulement nous pouvons comprendre le potentiel, l'arme, la ressource que Dieu nous a donnée, on va arrêter de se plaindre. Il nous a tellement donné, à telle enseigne qu'on pense qu'il ne nous a rien donné. Et on est toujours à la poursuite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quelqu'un qui t'a donné la conscience qui te permet de réfléchir. Quelqu'un qui t'a donné le cœur pour sentir. Quelqu'un qui t'a donné un cerveau instinctif, vous permettant tout de suite de traverser une route. Avec l'instinct, le cerveau instinctif, tout de suite beaucoup plus efficace même que le cerveau mental. Vous êtes capable de sentir. Il vous a donné l'air, vous respirez. Il vous donne la faculté de faire la part des choses. Dans le Coran, il en parle. Partout, il en parle. Et nous voulons jusqu'ici croire aux autres qui sont plus intelligents que nous sommes inutiles. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, moi, je parle, oui. Mais les meilleures voies de développement personnel, ce sont les textes sacrés. Il n'y a pas un livre de développement personnel mieux que le Coran. Lisez le Coran. Ne le lisez pas avec les lunettes, je ne sais pas moi, d'une confrérie. Non. Lisez le Coran en étant juste musulman ou musulman. Lisez le Coran en étant juste un élément du Créateur. Lisez le Coran en étant neutre. Je vous assure, à un moment donné, vous allez sentir des frustrations extraordinaires. Et quand je parle de frustration, c'est dans le sens positif du terme. Il y a des passages qui nous marquent. Développons notre conscience. Nous ne sommes pas seuls. Il est toujours avec nous. Il est toujours en nous. À chaque fois que vous avez des problèmes, mettez-vous à l'écart. Observez la nature. Observez le ciel. Observez la terre. Jusqu'au moindre détail. Et c'est lui qui le dit. Ça, je ne l'invente pas dans Surat Al-Baqarah. J'ai créé la terre pour vous comme votre lit, le ciel comme votre abri. L'eau qui fousse vos récoltes, ne sont-ils pas des preuves suffisantes pour vous ressouvenir du pacte qu'on a signé? Et la question que je pose est la suivante. Où avons-nous signé ce pacte? Ça, c'est une question à laquelle je vous invite à réfléchir. Une fois à la maison. Une manière de vous dire aussi implicitement, quelle que soit votre intelligence, si vous n'avez pas aussi la bénédiction de vos parents, vous n'avez pas la bénédiction de vos professeurs, vous n'irez nulle part. Ne pensez pas que vous allez réussir seul. Vous n'allez jamais réussir seul. Personne n'a jamais réussi seul. Même quand vous dites que vous avez réussi seul, rassurez-vous, il y a un examen qui a été organisé. Il y a une salle dans laquelle vous avez fait cet examen. Même les stylos que vous avez, il y a des gens qui ont participé. Même le cahier, la salle, ainsi de suite. Et donc, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers vos professeurs. Soyez reconnaissants aux dames qui préparent pour vous, même les personnels de l'école, les gardiens, ainsi de suite. Ne pensez jamais que vous êtes supérieur aux autres. Respectez tout le monde. Les chauffeurs même de taxi, de car rapide, de Tata, qui vous amènent tout le temps. Soyez reconnaissants par rapport à tous ces gens-là. Étant aussi amis, pendant combien de mois vous étiez ensemble? Il y avait eu des problèmes, certes. Mais êtes-vous capable de vous pardonner? Êtes-vous capable de vous tolérer et passer à autre chose? Si vous refusez de pardonner, mais finalement, qui êtes-vous? Si Dieu lui-même qui nous a créés, il nous pardonne, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? L'intelligence, sa source véritable, émane de l'amour. Il n'y a jamais de connaissance sans en amont l'amour. Mettez-vous dans des fréquences positives. Entourez-vous des autres amoureux. Sentez l'amour. Et maintenant, commencez à apprendre.
Avant même de lire vos cours, avant même d'avoir un contact avec vos cahiers, faites des ablutions. Demandez à Dieu d'éclairer au moins, de vous aider à mieux comprendre, qu'il vous apporte sa lumière. Ce n'est pas vous qui arrivez à comprendre les textes, mais il y a toujours une lumière qui est là et qui projette sa lumière afin que vous puissiez comprendre. La compréhension vient de la concentration. La concentration vient du silence. Et le silence vient de la spiritualité. Si vous n'êtes pas dans un état de spiritualité propre, évitez d'avoir des contacts avec vos textes, que ce soit vos livres, que ce soit vos cahiers, même en classe. Et ces principes s'appliquent à tout le monde. Et donc, pour me résumer, je vais accentuer mes propos sur deux choses. Vous avez le BFM qui vous attend dans quelques jours. Je vous demande déjà d'avoir une idée là où vous allez célébrer ça. Soit peut-être vous allez organiser, je ne sais pas, une récitation de Coran, soit je ne sais pas où est-ce que vous allez. Mais déjà, commencez à penser là où vous allez célébrer votre victoire. Et l'autre chose, en partant faire le BFM, pensez à vos profs, pensez à vos parents, pensez à cette population sénégalaise, mais aussi demandez à Dieu de vous faciliter la vie et de vous donner ce jour-là la bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. Merci.